Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. The talk will be in French, but I'm introducing the speaker of this evening in English, who is a very dear colleague, friend, Paul Lesch. I believe he needs a little introduction, but it's always a pleasure to hear him talk, especially when it's about either Hitchcock or Steichen. He introduces both artists with great passion. I recently had the pleasure of visiting him at his office, where he showed me what he has been researching and what he found in the past few months only on Steichen, and that's really astonishing. So, of course, Paul was for many, many years the director of the CNA in Dudelange, and recently began a very important and interesting new task of researching Steichen for the Steichen collections in Luxembourg. We are all, I think, looking forward very much to his contribution this evening. Paul, à toi la parole. Thank you. Merci pour cette introduction. Alors, le titre. En fait, au début, j'avais intitulé la conférence The Lesser Known Edward Steichen, ou Steichen. En fait, il s'agit aujourd'hui de présenter et d'éclairer des aspects moins connus de la vie et de l'œuvre de Edward Steichen. Alors, deux remarques à propos de cette approche. Ce qui est connu, respectivement moins connu en ce qui concerne Steichen, est bien relatif. Dans l'audience, et je le sais, je l'ai vu, il y a certainement des gens pour lesquels l'un ou plusieurs aspects que je vais aborder aujourd'hui sont loin d'être mal ou peu connus. Mais le grand public, pour ces aspects que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, il y a des chances que pour eux, au moins, ce sont des choses moins ou peu, disons, peu connues ou peut-être mal connues. Deuxième remarque, la vie et l'œuvre d'Edward Steichen sont tellement riches et tellement diversifiées qu'il a fallu que je fasse un choix, bien sûr. Il y a tellement d'aspects que j'aurais pu aborder, mais que je vais pourtant devoir laisser de côté pour des raisons de temps. Alors, en dépit de son éducation formelle, qui s'est terminée à l'âge de 15 ans seulement, Edward Steichen avait une curiosité insatiable, une intelligence vive et une grande variété d'intérêts. Comme le dit Mary Calderon, sa fille, partout où il se trouvait, il commençait à faire quelque chose de nouveau, de différent, qui avait du sens. Ça résume bien, en fait, la personnalité de Edward Steichen. Alors, quels sont les aspects pour lesquels Edward Steichen est essentiellement connu ? Alors, d'un côté, il y a, dans les années 1920 et 1930, son travail de photographe de célébrité pour les publications Condé Nast, Vogue et Vanity Fair. Alors, ces portraits de stars tels que Greta Garbo, Charles Chaplin, Gloria Swanson, etc. On pourrait d'ailleurs organiser toute une conférence que sur ce sujet. Voilà, ça c'est très connu lorsqu'on parle de Edward Steichen. Puis, il y a son travail de curateur d'exposition, et surtout les deux expositions qui se trouvent au Luxembourg, The Family of Men et The Bitter Years, organisées dans le cadre de sa direction du département photo du MoMA dans les années 50, respectivement 60. Alors, si ce travail est en effet très connu internationalement, il faut dire aussi, et les gens qui s'occupent un peu de la Family of Men le savent, que souvent les personnes qui s'intéressent à cette expo sont convaincus que les photos présentées dans cette exposition, ou les deux expositions, en fait, ont été réalisées par Edward Steichen, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas, à quelques exceptions près. Alors, moi, je vais aujourd'hui commencer par énumérer les aspects de sa vie et de son œuvre dont je ne parlerai pas aujourd'hui, ou très peu, au cours de cette conférence. Donc, je vais parler très peu de ses, ou pas du tout, ou très peu, disons, de ses origines luxembourgeoises. Je vais parler très peu de ses relations avec ses parents, Marie
Kemp et Jean-Pierre Steichen. Je vais parler un peu seulement de son amitié avec Alfred Stieglitz, puis peu ou pas du tout du pictorialisme, le mouvement des photographes pictorialistes au début du XXe siècle autour de Stieglitz et Steichen. Je vais malheureusement pas avoir le temps de parler de cette photo-là. D'ailleurs, dans le livre de Gert Hurm, qui est d'ailleurs parmi nous aujourd'hui, c'est un très bon livre que le CNA a sorti il y a quelques années, une biographie de Steichen que je vous conseille de lire, parce qu'il y a beaucoup d'aspects que moi je vais traiter aujourd'hui qui se trouvent dans ce livre. En tout cas, ce portrait-là, c'est une histoire vraiment fascinante, mais bon, on n'a pas le temps pour en parler. Pas le temps non plus de parler beaucoup d'Auguste Rodin et surtout son amitié avec Rodin. Pas le temps de parler de sa maison à Voulangis, près de Paris, qui a joué un rôle très très important au début du XXe siècle pour Steichen et sa famille. Je ne vais pas parler, malheureusement, des nus qu'il a réalisés du début des années du XXe siècle au moins dans les années 30. Je ne vais pas parler de Dana Steichen. Alors là, c'est une histoire assez compliquée. C'est sa première épouse et c'était un mariage, disons, plus que compliqué. Je ne vais pas parler non plus de la Première Guerre mondiale, où il a été en fait photographe spécialisé dans la reconnaissance aérienne. D'ailleurs, dans l'exposition curatée par Ruth, en haut, il y a quelques photos justement de cette activité-là. Je ne vais pas non plus parler de ce roman-là, The Last Summer of the World, en allemand Bilder eines Sommers. Alors, ce n'est pas 1907, là je me suis trompé, mais c'est un livre qui est sorti en 2007, en fait. 2007, c'est en fait une version romancée et fictionnalisée d'une période de la vie d'Edward Steichen très compliquée, c'est-à-dire ses relations avec Dana et ses activités pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, ça c'est aussi un sujet, j'en parle pour vous dire, il y a encore plein de choses à découvrir. Je ne vais pas parler du Steichen peintre, qui a d'ailleurs arrêté au début des années 20 la peinture, mais pendant de longues années, il a hésité entre peinture et photographie. Je ne vais pas parler d'Isadora et Thérèse Duncan à Athènes. Alors, c'est une photo que vous reconnaissez, elle est aussi dans le livre du MNAH, consacré à leur collection Steichen. Là aussi, c'est une histoire assez rocambolesque. Je ne vais pas parler de New York. Alors, c'est une ville que j'aime beaucoup et il a fait beaucoup de photos de New York. Il faudrait peut-être faire une fois une conférence que sur New York dans l'œuvre de Steichen. Je ne vais pas parler des stars et des célébrités. Je vais seulement dire c'est Chaplin, c'est Gloria Swanson, c'est Churchill, Fred Astaire, Greta Garbo et Paul Robeson. Je ne vais pas parler de la mode. Dans les années 20, il a fait beaucoup de photographies de mode, avec entre autres son modèle préféré, qui était Marion Morehouse. Il a aussi photographié Lee Milland, la célèbre photographe, qui à l'époque était modèle. Je ne vais pas parler des publicités, parce qu'à l'époque, il a été beaucoup critiqué parce qu'il réalisait des photos pour des publicités. D'ailleurs, dans les années 20, Steichen était le photographe le mieux payé aux États-Unis et probablement au monde, parce qu'il savait très bien se vendre. Et il a été critiqué pour ça. Je ne vais pas parler, ou très peu parler, de la Umpqua Farm à Reading, dans le Connecticut, et pourtant je vais y revenir dans un autre contexte. Je ne vais malheureusement pas avoir le temps de parler de Lillian Steichen. Alors, notre ami Gert, il est très intéressé par ce personnage qui reste encore à découvrir. C'est la sœur, c'est donc la sœur de Steichen qui, et vous le voyez ici, a été une spécialiste internationalement reconnue des chèvres. Donc voilà, à chacun son violon d'ingre. Voilà, donc je ne vais pas parler de son mari, qui est Carl Sandburg,
et qui est un des grands poètes américains du XXe siècle et en plus un collaborateur et un ami très proche donc, de Steichen. Je ne vais pas parler de Brancusi. J'avais donné une conférence, on l'a fait à deux il y a quelques semaines, sur Brancusi et Steichen. Il y a plein de choses à dire, entre autres aussi sur le fameux procès autour de Burton Space. Là aussi, c'est un sujet rocambolesque, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Je me sens un peu... Voilà. Bon. Je ne vais pas parler de US Camera et ses relations avec Tom Maloney, qui était l'éditeur de l'US Camera, mais je vais tout de même y revenir dans un autre contexte après. Je ne vais pas parler de Road to Victory et Power in the Pacific, deux expositions de propagande qu'il a réalisées au moment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas parler du livre The Blue Ghost, sorti en 1947, qui en fait raconte ses expériences en tant que photographe de guerre sur le USS Lexington, qui est un très beau livre que j'ai eu la chance de trouver sur eBay, signé d'ailleurs par Steichen. Mais je ne vais pas commencer à faire la même chose que pour Hitchcock, parce que sinon je vais... j'ai pas les finances pour ça. Alors, et puis je ne vais pas parler non plus des 401 expositions organisées au moment sous sa direction entre 1947 et 1962. Bien sûr, les plus connus étant The Family of Man et The Bitaillés. Enfin, je vais vous parler du programme d'aujourd'hui, mais si j'ai procédé à cette énumération un peu fastidieuse, c'était justement pour illustrer la grande diversité et l'impressionnante richesse de la vie et de l'œuvre de Steichen. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant le livre de Geert et aussi en lisant le livre de Penelope Niven, une biographie de 800 pages presque, qui est fascinante et qui va dans tous les détails. Moi, je ne vais pas avoir le temps d'aller dans tous les détails, donc encore une fois, il a fallu que je fasse des choix aussi par rapport à ce que je vais vous raconter au sujet des différentes thématiques que j'ai choisies pour aujourd'hui. Alors, on commence par la galerie 291 et l'introduction de l'art moderne aux États-Unis. En fait, c'est un aspect de la carrière de Steichen qui a longtemps été oublié ou sous-estimé. L'activité de Steichen comme dénicheur de talents pour la galerie 291, une galerie qu'il a ouverte avec son ami Stieglitz en 1903 sur la 5e avenue à New York, et c'était le numéro 291, donc 291 Fifth Avenue, et qui était une galerie très importante au début du XXe siècle. Alors c'est une galerie d'abord spécialisée dans la photographie, que Stieglitz et Steichen veulent élever au rang d'art, de véritable expression artistique, dans le sens le plus noble du terme. Mais tout en poursuivant leur combat pour une reconnaissance de la photographie comme un art, au cours des années, Stieglitz et Steichen ouvrent leur galerie également à la peinture et à la sculpture internationale. Alors, longtemps, la célèbre Armory Show de 1913 à New York a été considéré comme le premier contact des Américains avec l'art moderne européen. Et ce n'est que depuis quelques années que les historiens d'art soulignent que l'introduction de l'art moderne européen aux États-Unis est bien antérieure à 1913, et ceci grâce essentiellement à Edward Steichen et son ami Alfred Stieglitz. Alors, quel était le rôle de Steichen dans l'introduction de l'art moderne aux États-Unis? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Steichen vit et travaille en France, à Paris et aussi à côté de Paris, à Voulangis, donc une localité pas loin de Paris. Mais il parcourt régulièrement l'Atlantique en destination de New York. Alors, ces pèlerinages annuels qui dure jusqu'en 1914, il les fait pour promouvoir d'abord et vendre son propre travail et, très important, pour servir comme une sorte d'éclaireur représentant les artistes contemporains des deux côtés de l'Atlantique.
C'est principalement en raison de sa connaissance de la peinture et de la sculpture moderne et de ses très nombreux contacts personnels avec les plus grands artistes vivant à Paris à l'époque que la galerie de 291 à New York devient rapidement un lieu privilégié pour les géants émergents du modernisme européen. Steichen sert d'intermédiaire entre les scènes artistiques européennes et américaines. À partir de 1907, Steichen transmet à Stieglitz, à New York, l'art le plus frais, le plus excitant, le plus controversé aussi, qu'il découvrait à Paris, de nouvelles formes, de nouveaux styles, des peintures, des dessins, des sculptures qui défient la tradition et choquent les sens du public de l'époque. Alors, grâce à Steichen, le public et la galerie 291 présente en fait pour la première fois aux États-Unis dans des expositions monographiques les œuvres de Cézanne, de Rodin, de Matisse, de Picasso, de Brancusi et d'autres Européens, donc bien avant la Armory Show de 1913. Alors, un exemple, l'exposition des dessins de Rodin en 1907 a été un événement sismique dans le monde de l'art new-yorkais. Le public est venu en masse, les mécènes, les critiques d'art new-yorkais ont été envoûtés. Pour Cézanne, c'était un peu moins, la réaction du public était un peu plus mitigée. Bon, en tout cas, c'est son rôle de dénicheur de talent qui en fait, est tellement important qu'il faut vraiment le souligner fortement. D'ailleurs, une petite anecdote, lors de l'exposition de Rodin, c'est là qu'une jeune étudiante en art, Georgia O'Keeffe, a fait pour la première fois la connaissance de Stieglitz. Il va y avoir toute une histoire après, compliquée, mais bon, ça c'est donc une autre histoire. Alors, ici, je vous ai choisi... Alors, il y a très peu de photos de la galerie. J'en ai trouvé quelques-unes, entre autres avec l'œuvre de Brancusi. Ça, c'est une exposition avec les photos. Vous reconnaissez peut-être le Rodin, donc des photos de Steichen. Voici donc quelques artistes qu'il a rendu célèbre grâce à la galerie 291. Il y a donc Rodin, Matisse, Brancusi et Picasso. Alors, la photo de Picasso, elle est bien sûr plus récente, elle date des années 60. Alors, deuxième sujet, un deuxième aspect un peu moins connu de la carrière de Steichen, même si en 2007, les curateurs François Spross et Christian Mozart ont consacré une exposition à sa thématique au Mudamm, ce sont ses expérimentations avec la couleur. Alors, il est vrai que les photos les plus iconiques et les plus connues de Steichen sont des photos noir et blanc. Et pourtant, Steichen a toujours été très intéressé par les possibilités artistiques de la couleur en photographie. Je ne vais pas insister sur l'évolution technique assez compliquée de la photographie couleur, en plus, ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais ce qui est important pour nous ici, c'est l'année 1907, l'année de l'invention du procédé de l'autochrome des frères Lumière. Les frères Lumière qui ont également été parmi les inventeurs du cinéma quelques années auparavant. Alors, la thématique de la couleur est d'ailleurs fortement liée à sa collaboration avec Stieglitz dans le cadre de la revue Camera Work, créée par ce dernier en 1903. En septembre 1907, à la galerie 291, dans la 5e avenue, Steichen dévoile le nouveau procédé donc novateur des frères Lumière, l'autochrome, aux membres de la presse et à d'autres curieux qui se pressent dans la galerie. Déjà auparavant, Steichen et Stieglitz étaient intéressés par les expériences pionnières avec la couleur. Ils avaient testé presque tous les procédés couleurs antérieurs qu'ils avaient trouvés en fait insuffisants. À présent, il expérimente avec les plaques autochromes Lumière. Bien que très chères, 25 francs chacune, elles marquent une avancée majeure dans le domaine de la photographie couleur. Alors, Steichen devient vite un maître de cette nouvelle technologie assez complexe.
en créant des images nuancées évocatrices. Malheureusement, les autochromes de Steichen sont rares, très rares aujourd'hui, car beaucoup ont été perdus lors de la Première Guerre mondiale, lorsque Steichen a été contraint de quitter sa maison à Voulangis. Le George Eastman House, qui possède l'une des collections de Steichen les plus importantes au monde, n'en possède que 24. Alors, l'autochrome n'est pas un procédé parfait. Il s'agit en fait chaque fois d'un objet unique. On ne peut pas produire facilement de multiples copies comme le font les procédés négatifs. Ils sont également difficiles à regarder sans rétroéclairage. C'est un peu comme Jeff Wall. En plus, ils peuvent s'estomper facilement lorsqu'ils sont exposés à la lumière pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas un procédé parfait, mais Steichen, à la fois scientifique et grand artiste, a immédiatement compris l'ingéniosité technique du procédé et il a cherché de le pousser plus loin encore que les frères Lumière eux-mêmes ne l'avaient imaginé. Et il ne se contente pas de réaliser rapidement de magnifiques transparences, il surmonte également le plus grand inconvénient des plaques lumière en concevant une technique simple, entre guillemets, et efficace pour imprimer les photographies de manière à ce que l'éclat et la fidélité des couleurs ne soient pas trop diminués sur le papier. En 1907, il voyage à Londres pour réaliser des photos couleurs. Grand admirateur de l'écrivain George Banachan, il le contacte pour lui proposer de faire un portrait de lui, donc en couleur. Alors Steichen estime que Shaw, photographe amateur de talent, serait sûrement intrigué par ces nouvelles planches en couleur, et de plus, il est d'avis que le teint rosé de Shaw, ainsi que ses cheveux et sa barbe d'un blanc lumineux, feraient de lui un sujet naturel pour la photographie de couleur. Alors, vous le voyez ici à gauche. Donc, il se rend chez Shaw en juillet 1907, au domicile londonien de Shaw, où l'auteur légendaire se prête au premier portrait autochrome de Steichen. Et d'ailleurs, Steichen apprécie tout de suite le dramaturge convivial et il dira plus tard de Shaw qu'il était son meilleur modèle. Alors, avant de quitter, Steichen réalise un autre autochrome particulièrement réussi, celui de 4 invités sur une péniche, voilà, que vous voyez ici à droite. Bon, sur mon écran, les couleurs sont différentes de ça. Bon, ça, c'est la technique. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu trouver dans les livres, mais bon, voilà, c'est la couleur. Et il a aussi photographié l'épouse d'un militaire américain, britannique, Lady Hamilton. Alors, Lady Hamilton, souvent lorsque son portrait est reproduit dans des livres, c'est marqué Lady H, donc pour Hamilton. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Stieglitz était tellement impressionné par le travail, donc les autochromes de Steichen, qu'il les a publiés dans son camera work. Donc, vous voyez le camera work là. Et le problème, c'est que le résultat était pour Steichen, en fait, il était déçu par la qualité des reproductions et estimant qu'elles sont loin de rendre justice aux tirages originaux et surtout que la ressemblance avec Lady Hamilton est selon lui si déformée qu'il demande donc à Stieglitz d'appeler le portrait de Lady H et pas de Lady Hamilton, parce que pour lui, ce serait un péché de suggérer que la reproduction lui ressemblerait réellement. Voilà, ça c'est l'histoire de Lady H. Alors, Steichen continuera à faire des photos couleurs tout au long de sa vie, avec des procédés améliorés au cours des années, bien sûr. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ces photos couleurs de Steichen ont comme sujet, d'un côté, les fleurs et la nature en général, et de l'autre, les membres de sa famille. Des évocations chaleureuses de ses enfants, de sa deuxième épouse, et ici sont 3 photos de Mary, en fait celles des 2 filles qui vivaient avec lui lors de la séparation avec Dana. Voilà, donc des sujets très personnels. Il aimait bien utiliser la couleur, et la couleur a également été très importante pour mettre en valeur
vraiment un aspect central dans la vie de Steichen, la nature, le jardinage et plus particulièrement les fleurs. Voilà. Donc, il a réalisé beaucoup de photos de fleurs en couleur et ceci nous permet de faire la transition maintenant vers le prochain sujet, celui des delphiniums, dauphinelles, en allemand Rittersporn. Alors, comme son père, Jean-Pierre, voilà. Comme son père, Jean-Pierre, alors là, vous reconnaissez tout de suite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi je ne savais pas il y a un an encore, jusqu'à quelqu'un de très sympathique m'a en fait fait le cadeau d'un Rittersporn que j'ai dû en fait gérer, entre guillemets, un peu comme un Tamagotchi, et j'ai réussi à le faire pousser et tout. Voilà. Donc ça fonctionne. C'est une très belle fleur, d'ailleurs un peu, on dit, poison. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Voilà. Mais bon, ça c'est donc, ce sont les delphiniums. Alors, il a été donc très intéressé par le jardinage et donc en fait, il consacre la majeure partie de son temps libre donc au jardinage. Il crée le premier de ses jardins sur le terrain de la villa qu'il habite à Voulangis. C'est l'Oiseau Bleu, c'est le nom de cette villa, non loin de Paris. Et un autre jardin, plus tard, à la ferme Umpawak. En fait, sa vaste propriété, je vous avais montré une photo de Umpawak, à Reading, dans le Connecticut. Donc le jardin et le jardinage deviennent vite une source d'épanouissement artistique et personnel, et en même temps une sorte de sanctuaire contre toutes les exigences pressantes de sa vie qui était souvent compliquée. Dès sa jeunesse, Steichen a toujours trouvé du réconfort dans la nature et en particulier dans la beauté des fleurs. Ses peintures et ses photographies ont souvent comme sujet des fleurs ou des motifs floraux. Lui-même, il a caractérisé le jardinage comme une préoccupation, je cite, vitale. Il ne s'agit pourtant pas de simple jardinage, comme même moi je ne le fais pas, mais comme le font la majorité des gens. En fait, sa curiosité pour la dynamique de l'hérédité l'a conduit à commencer à croiser les fleurs dès 1909. On parle en anglais de breeding. Alors, la culture croisée des fleurs et surtout des delphiniums restera jusqu'à la fin de sa vie une de ses occupations favorites. Alors, Steichen considère les delphiniums ou dauphinelles comme les plus belles de toutes les fleurs de jardin. Alors, il a choisi un delphinium à l'architecture fine, donc une forme très, très belle, mais à la couleur pâle, et un autre à la forme pauvre, mais à la couleur brillante. Et il décide de les associer, et à sa grande joie, elle donne de belles fleurs en forme, qui ont de belles formes et un bleu éclatant. Donc, ces expériences sur la génétique et les fleurs font établir Steichen plus tard comme une autorité internationale dans le domaine. Et ce qui est vraiment intéressant, dès 1909, à Voulangis, Steichen peut mener à bien ses expériences sur la forme et la couleur dans 3 domaines: la peinture, la photographie et les plantes. En 1936, il réussit à convaincre les responsables du MoMA à New York de lui mettre à sa disposition les lieux du musée afin d'y organiser une exposition artistique consacrée exclusivement au delphinium qu'il a cultivé dans sa ferme du Connecticut. En fait, il s'agit d'une des expositions les plus inhabituelles de l'histoire du MoMA, et il y en a eu quelques-unes qui étaient assez inhabituelles déjà. Alors, pendant les 8 jours que dure l'exposition, dans les 3 petites galeries du rez-de-chaussée du musée, Steichen expose entre 500 et 1000 tiges de delphinium. Et l'exposition fait l'objet d'une quarantaine d'articles de journaux provenant de 17 États, ce qui représente un tirage de plus de 10 millions de lecteurs. Steichen écrit à cette époque: « Les articles parus dans la presse new-yorkaise ont été repris par la presse de tout le pays, tant dans les sections artistiques que dans les sections de jardinage des journaux. Le delphinium est passé presque du jour au lendemain d'une position de plante de jardinage mineure à la première place dans les discussions sur le jardinage. » Et Steichen
estime vraiment que son exposition confirme et démontre que l'élevage de fleurs est une forme d'art. Il dit « C'était la seule fois que du matériel végétal vivant était exposé au musée. Par voie de conséquence, la culture des fleurs était reconnue comme l'un des arts. » Voilà. Et de 1936 jusqu'à 1959, Steichen écrit sur l'élevage de delphinium et le jardinage floral et prend des photos pour des magazines d'horticulture et pour la presse populaire. Alors, il faut savoir qu'au fil des ans, Steichen a consacré d'énormes sommes d'argent à l'élevage de delphinium, employant jusqu'à 5 jardiniers à plein temps pour s'occuper de l'élevage. Et en 1961, il a déclaré en plaisantant « Nous avons développé plus de 400 espèces ici, mais il a fallu ce qui semble être le budget total des États-Unis pour y parvenir. » Voilà. Donc, et c'est vrai que dans les années 20 et 30, il avait vraiment aussi les moyens de le faire parce qu'il était très, très, très bien payé en tant que photographe de mode, photographe de publicité et aussi photographe des grandes vedettes de l'époque. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de cette passion originale de Steichen, mais encore une fois, on m'a dit qu'il ne faut pas exagérer avec le temps. On passe maintenant au prochain thème. Alors là, ça, c'est quelque chose qui est moins connu auprès du grand public que les delphiniums. Ce sont ses activités dans le domaine du design. Alors, d'abord, le design graphique pour la revue Camera Work. C'est lui qui a réalisé la couverture de Camera Work en 1903 et aussi d'autres illustrations donc, publiées dans cette publication. À la fin des années 1930, il dessine aussi les plans pour sa maison dans le Connecticut. Et ce n'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, en haut, dans l'exposition sur Steichen, vous pouvez surtout voir des photos de l'intérieur de cette maison. C'est une architecture élégante et résolument moderne. Donc, c'était vraiment quelqu'un intéressé aussi par les possibilités du design. Alors, et il a même fait du design pour sur de la soie, en fait. Alors, en 1926, Rosie Green, illustrateur, designer et le directeur artistique de la Staley Silks Corporation, se rend en Europe sur un paquebot. Alors, sur le pont, il rencontre par hasard Edward Steichen, dont les clichés révolutionnent à cette époque la photographie de mode. Alors, les deux hommes entament une conversation et en peu de temps, concluent un accord. Steichen participera à la création de la populaire ligne de tissu Americana de Staley. Alors, Steichen raconte la discussion avec Green. Je cite, c'est dans son autobiographie. « Rosie Green m'a proposé de créer une série de designs photographiques pour des tissus de soie. J'ai dit que cela m'intéresserait beaucoup si je n'avais pas à faire des fleurs ou des guirlandes. Il m'a répondu « Vous pouvez photographier tout ce que vous voulez. » J'ai demandé si cela incluait des morceaux de sucre, des boules de antimite, des punaises, des clous, etc. Il m'a répondu « Tout ce que vous voulez. » J'ai donc réalisé une série de designs photographiques pour des tissus de soie. Alors, il est vrai que Steichen est très intéressé par la possibilité de créer de nouveaux motifs et il laisse libre cours à son imagination pour explorer les objets les plus familiers. En disposant de multiples petits objets tels que des allumettes, des boîtes d'allumettes, des lunettes, du fil et des punaises dans différents arrangements en modulant soigneusement la lumière, il crée des motifs graphiques forts. En voici quelques-uns, le sucre et les boules de anti-mythe, les boîtes à allumettes. Là, ce sont en fait des lunettes. Comme ça. Et souvent, en fait, on reconnaît à peine de quoi il s'agit. En fait, je ne sais toujours pas de quoi il s'agit là-bas. Là, c'est le fil qu'il appelle lui-même le fil d'Ariane, qu'il a placé de telle manière que voilà, ça crée
vraiment un design très intéressant. Donc ça aussi, c'est Edward Steichen. Et d'ailleurs, ces photos, on peut les retrouver régulièrement dans les livres consacrés à Steichen et aussi les expositions. Encore il y a un an, à Venise, il y avait l'exposition Chronorama sur la photographie dans la collection de Condé Nast. Et là, il y avait entre autres, si je me rappelle bien, ces deux photos-là qui étaient exposées et qui étaient réalisées donc pour faire le design de tissu. Alors, ça c'est donc le silk design, ce qui est beaucoup moins connu, et pourtant il y a certainement des gens dans la salle qui le savent, au moins une personne, c'est le piano design. Oui, il a fait le design de 2 pianos à queue. Et en fait, c'était justement le succès d'ailleurs de son travail sur le projet Steli renforce son intérêt pour le design. Et lorsque la Hartmann Piano Company lui confie la conception de pianos modernistes en 1928, il accepte. Alors, il y a très peu d'informations qui existent sur son travail de design de ces 2 pianos. Dans les livres consacrés à Steichen, le design piano est rarement mentionné. Si oui, seulement très brièvement. J'ai pourtant trouvé des publicités dans la presse de l'époque, ainsi que 3 photos sur lesquelles les pianos sont représentés. Une belle photo couleur, et puis 2 photos de mode. Non, une photo de mode, où en arrière-plan on voit son piano, et une autre photo où on voit donc le piano, mais en avant-plan le fameux Bird in Space, cette sculpture de Brancusi qui lui a coûté beaucoup de problèmes parce qu'il l'avait acheté, essayé d'importer aux États-Unis, et ça a mené à un procès que je vais vous raconter une autre fois dans une autre conférence. Voilà, ça c'est donc le piano design. Alors, je continue avec un autre sujet. C'est dans son autobiographie, Steichen souligne qu'il a en fait photographié des choses qui n'avaient que peu ou pas de rapport avec son travail professionnel. Ces photographies qu'il décrit comme extracurriculaires lui auraient donné le stimulus nécessaire pour rester en alerte et de continuer à travailler dans quelque chose qui, à partir des années 30, ne l'intéressait plus tellement. C'est-à-dire la photographie de mode, par exemple. Alors, un bon exemple pour ces photographies extracurriculaires sont celles qu'il a réalisées pour un livre qu'il a réalisé en 1930, ensemble avec sa fille aînée, Mary. C'est pour ça que je vous ai apporté quelques photos de Mary, donc 2 beaux portraits en couleur, et la visite de Mary Calderon au Luxembourg, en présence de Ben Fayot, de Robert Cripps. C'était, si mes sources sont bonnes, pour l'inauguration du planning familial au Luxembourg. Et il faut savoir qu'elle était spécialiste américaine de cette thématique. Elle était sexologue et aussi très active dans le planning familial américain. Alors, tout ça pour introduire Mary. Voilà le livre, The First Picture Book. Alors, c'est un livre donc, qui s'appelle The First Picture Book, Everyday Things for Babies. Alors, l'initiative pour ce livre est venue, comme je l'ai déjà dit, de Mary, et son père raconte dans son autobiographie, « Elle m'a dit qu'elle ressentait le besoin d'un livre pour intéresser ses jeunes enfants aux images. J'ai trouvé l'idée intrigante, et Marie et moi l'avons donc produite ensemble. » L'idée, oui, voilà. J'ai réalisé des natures mortes, réalistes, d'objets qu'un petit enfant pourrait reconnaître comme faisant partie de sa vie. Alors, il y a beaucoup de livres pour enfants encore aujourd'hui, genre ABC, il y a un zèbre, il y a un chevalier, il y a des choses qui ne font pas partie de la vie quotidienne des enfants, et surtout des bébés, quoi. Et Mary Calderon était d'avis qu'il fallait commencer justement par des objets que ces enfants reconnaissent dans leur propre vie. Et que c'était important, en fait, de leur présenter ça au lieu de créatures de jungle, de chevaliers en armure, d'elfes et de géants. Donc, le livre montre des choses qui appartiennent à l'univers d'un petit enfant, du pain, du beurre, du lait, un ours en peluche,
une brosse, un peigne, une brosse à dents, un petit manteau, un chapeau, voilà. Et Steichen a éliminé autant que possible tout jeu trompeur d'ombre et de lumière. Chaque objet a été présenté, disons, objectivement, aussi objectivement que possible. Voilà, il y a encore. Voilà. Alors, c'est des objets. Voilà, c'est des objets donc quotidiens. Je n'ai pas apporté la photo qu'il a réalisée d'un téléphone de l'époque, de 1930, parce que lorsque le livre a été réédité plus tard, dans une critique, une dame écrit. Ah, c'est vraiment très bien. Il y a un seul problème, c'est le téléphone, parce que le téléphone qui est représenté là n'a plus rien à voir avec les téléphones qui existent aujourd'hui. Les téléphones avec... ça, c'est... bon, j'aurais dû vous montrer le téléphone, c'est le truc qu'on voit dans les vieux films, quoi, comme ça. Hein. Donc, mais le reste, si vous regardez, ce sont des objets qui, encore aujourd'hui, en grande partie, pourraient être reconnus par des petits-enfants. Voilà. Donc, un autre livre illustré par les photos de Steichen dans les années 30 est une édition spéciale et limitée, publiée en 1936 et éditée à 1500 exemplaires, d'un grand classique de la littérature américaine du XIXe siècle, le livre Walden de Henry David Thoreau. Alors, je ne sais pas combien de gens ont lu Walden ou connaissent Walden, mais c'est vraiment un grand classique de la littérature américaine. Et si on connaît le livre, on n'est pas surpris et si on connaît aussi Steichen, on n'est pas surpris par le fait que lui il ait fait des photos pour une édition de ce livre. En 1934 et 1935, ils seront à plusieurs reprises à Concord, dans le Massachusetts, pour photographier l'étang de Walden au fil de 16 ans. Alors Walden, publié pour la première fois en 1854 sous le titre Walden or Life in the Woods, est une réflexion sur la vie simple de l'auteur dans un environnement naturel. Le livre détaille les expériences de Thoreau au cours des 2 années, 2 mois et 2 jours, dans une cabane qu'il a construite près de l'étang de Walden, au milieu d'une forêt appartenant à son ami et mentor Ralph Waldo Emerson, près de Concord dans le Massachusetts. Et Walden souligne en fait l'importance de la solitude, de la contemplation, de la proximité avec la nature pour transcender l'existence, je cite, désespérée qui, selon Thoreau, est le lot de la plupart des gens. Bon, je ne sais pas s'il a raison. Il y a parfois des moments désespérants, mais pas toujours. Mais ce n'est pas surprenant que Steichen était intéressé par ce livre parce qu'il parle de l'importance de la nature pour l'âme des gens. Donc, les photographies de Steichen s'inspirent de diverses citations choisies du livre, et le résultat, c'est une série de photographies sensibles et artistiquement réussies, et le livre est considéré comme étant l'une des meilleures éditions de Walden. D'ailleurs, je l'ai trouvé, je l'ai acheté online, et à la fin, c'est le numéro 811, signé d'ailleurs par Steichen. Voilà, donc parfois j'achète encore des choses, mais je me suis dit, non, faut pas imiter Hitchcock. Alors maintenant, un autre sujet, The Fighting Lady. Alors, j'ai laissé de côté les activités de Steichen comme photographe de guerre pendant la Première Guerre mondiale, tout comme celle de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai cité the Blue Ghost, The Power in the Pacific, etc. Mais en fait, c'est des sujets qui pourraient remplir facilement une ou plusieurs conférences. Je profite de la conférence d'aujourd'hui pour tirer votre attention sur un film qui est souvent attribué à Edward Steichen et qui, en 1946, a été récompensé par l'Oscar du meilleur documentaire. Alors, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, en dépit de son âge avancé, il est âgé de 63 ans, bon, c'est pas tellement avancé, mais bon, pour l'armée, oui. Il a 63 ans en 1942. Steichen s'engage une nouvelle fois dans l'armée. Il devient responsable de l'unité photographique navale pendant de la Navy, donc de la Seconde Guerre mondiale. Il est à la tête d'une unité qui fixe sur pellicule photo les activités de la Navy dans le Pacifique.
À plusieurs reprises, il se trouve lui-même sur le front dans le Pacifique. Il fait des photos sur les porte-avions, surtout le porte-avions USS Lexington, et aussi il se trouve sur l'île de Iwo Jima 2 jours après la prise de l'île. Et c'est dans cette fonction de responsable des unités photographiques spéciales de la Navy que Steichen participe également à la réalisation du documentaire The Fighting Lady. Alors le film destiné au public au home front, donc aux États-Unis, décrit la vie à bord d'un porte-avions américain. D'un côté, la routine monotone des marins sur le navire, de l'autre, diverses attaques meurtrières dans la guerre du Pacifique. Alors souvent, The Fighting Lady est présenté comme un film de Edward Steichen. Alors si on regarde de près, la paternité du film est un peu plus compliquée. La production a en effet plusieurs pères, même si on ne doit pas sous-estimer le rôle de Steichen. D'un côté, il y a le producteur de film, Louis de Rochemont, responsable aussi pour le montage de plus de 18 000 mètres de films, tournés sur une période de 14 mois, entre 1943 et 1944, par des caméramans qui se trouvaient à bord du Fighting Lady. De l'autre, il y a Dwight Long, qui dirige en fait un groupe exceptionnel de caméramans qui réalise des images spectaculaires de combats aériens et un travail solide sur la vie quotidienne sur le bateau. Dans le premier alors là, je passe, c'est encore des photos, pas de Fighting Lady, mais des photos qu'il a réalisées pendant la guerre sur le USS Lexington et à Iwo Jima. Là, c'est The Fighting Lady. Alors, si on regarde le générique du film, il est présenté comme qualifié de superviseur, under the supervision of. D'ailleurs, le dossier de presse du film, selon ce dossier de presse, Steichen a joué, je cite, un rôle déterminant de ce que l'on voit à l'écran, sans qu'il soit précisé quel était son rôle concret dans le film. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il était sur le bateau pendant que les images étaient filmées. C'était plutôt lui qui supervisait la production et qui disait aussi aux caméramans ce qu'il fallait filmer d'une manière générale. Et le film reflète effectivement l'insistance de Steichen à montrer à quoi ressemblait la guerre du point de vue du soldat, du marin moyen. À ses photographes, il a toujours répété « Personne ne sait ce qui va se passer pendant la guerre. Photographiez tout ce qui se passe et vous découvrirez peut-être que vous avez fait des photos historiques. Mais surtout, concentrez-vous sur les hommes. Les navires, les avions deviendront obsolètes, mais les hommes seront toujours là. » Alors, The Fighting Lady est un film de propagande patriotique à la gloire des membres de la Navy, marins, pilotes et tous les équipages, travaillant sur un porte-avions. Et grâce à des images impressionnantes de combats aériens, captées par des caméras synchronisées automatiques installées dans les avions de combat, le film offre aux spectateurs le point de vue des pilotes. Impressionnant, même si aujourd'hui on a d'autres possibilités, mais à l'époque, le public était impressionné par ce qu'il voyait. D'ailleurs, le film ne cache pas non plus les dégâts matériels, mais surtout humains du côté américain. Le film ne lésine pas sur les scènes graphiques montrant des pilotes blessés et d'autres victimes, allant même jusqu'à montrer des cercueils ornés de drapeaux prêts à être enterrés dans la mer. Alors, je ne sais pas si on peut dire enterrés dans la mer, mais en tout cas, voilà, vous comprenez. Et d'ailleurs, vous allez voir les images. Je vous ai fait un choix de plusieurs extraits du film qui illustrent en fait ce que je viens de vous raconter. Je commence par Voilà, là on voit le générique, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais donc sous la supervision de Edward Steichen. Alors, le prochain extrait en fait que vous allez voir maintenant montre en fait la vie un peu monotone de tous les jours des soldats et des marins sur un tel navire. Now we stand out into the Pacific and life aboard settles down into monotony. Here are our aircraft pilots, officers all. Ship's company call them the glamour boys. They are the men who fly and fight our planes.
All the efforts of all the rest of us are concentrated on putting these people into the air and getting them back again. Most of us are hiding a certain amount of nervousness and anxiety, for many of us are Johnny-come-latelys, reserve officers who only recently learned to fly at Corpus Christi and Jacksonville. Others among us are specialists who trained at Quonset Point, Rhode Island. Reserves are called by the regulars, in a friendly way, 90-day wonders. In return, the Annapolis regulars are called the trade school boys. But whether Quonset or Annapolis, all are bound together in the fraternity, the close fellowship of Navy men. Among the ship's non-commissioned personnel, almost 3,000 Blue Jackets and 100 Marines, the hottest shots are the air crewmen, aerial gunners, and radio men. These boys and the plane captains are the partners of the glamour boys in the air. By non-flying Blue Jackets, they are called Zoom pigeons or Airedales. And because they receive 50% extra pay for flying, they are sometimes referred to as the bankroll boys. Everybody aboard ship backs up the flying group. This requires the efforts of all manner of people. Many of the jobs are far from glamorous. All the little tasks and services you find along Main Street must be performed by some members of our carrier's crew. For though the Fighting Lady is a powerful ship of war, she is also a sizable American community, whose population must be supplied with all the necessities and some of the comforts of home. Doc Sorensen, the pharmacist's mate, is just like a village druggist. And next door is our hospital called Sick Bay. It has only a few patients now, but soon it is to be filled with our wounded. Men like these who perform the humble jobs that make life aboard a fighting carrier more bearable, the barbers and the cobblers, are seldom mentioned in communiques. They all have a place in our fighting team. Weeks pass. Voilà. Et puis, il y a aussi l'action. Et une partie importante du film se déroule dans l'air, un peu le Top Gun de l'époque. Et ça, ce que vous allez voir maintenant, c'est la réalité. Ah non, attendez. Ça. Allez. Now we stand out into the Pacific, and life aboard settles down into monotony. J'avance comme ça, maintenant. Ça. It's strength and firepower for agility. Their planes disintegrate quickly when you hit them. They have no armor plate, as ours have, nor are their gas tanks self-sealing. These little monkeys are fancy flyers. They think aerobatics can win dogfights, whereas we believe in smooth flying and careful shooting. Et après le combat, il y a certains avions qui ont du mal à atterrir. Planes have been badly shot up. A dive bomber comes in out of gas. He pulls off to starboard, but noses over because his wheels are down. This pilot has 73 holes in his plane, and his leg almost shot away.
To clear the deck for other planes, number 30, badly damaged, is jettisoned, given the deep 6. Watch carefully. This man's controls are all but shot away. Voilà donc des images impressionnantes pour le public de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Alors le film, je l'ai déjà dit, ne cache pas non plus les dégâts matériels qu'on vient de voir, mais surtout humains également, de la guerre, du côté américain, bien sûr. But there's another score to add up. Our own casualties. Quite a few faces are no longer with us on the Fighting Lady. Among them, Commander Upson, skipper of our torpedo squadron. Lieutenant Pappy Condit. Lieutenant John Meehan. And that fightingest gentleman, Lieutenant Smokey Stover. Yes, Smokey's missing too. Salute them under their country's flag. For they were brave, they were gallant. Voilà, donc on donne un visage aux soldats morts pendant le combat. Alors, ce sont les images justement qu'on vient de voir en partie dans l'extrait, qui ont été repris dans un article de Life Magazine de 1945, où justement on présente ce film avec ces photos-là. Alors, il faut savoir que le film a reçu vraiment un très grand succès. Donc, il y a l'Oscar, mais il y a aussi les critiques de l'époque qui sont toutes très positives. Bien sûr, c'est un contexte de guerre, c'est un contexte de patriotisme, mais je suis encore en train de travailler un peu sur justement la réception du film. Il y a encore du travail sur la planche pour justement analyser un peu plus en détail le film et sa réception. Alors, un autre sujet, c'est le cinéma d'avant-garde. Alors là, on peut être surpris, mais on reste ici dans le domaine du film. Et c'est un aspect très peu souligné dans la littérature consacrée à Steichen. C'est son intérêt pour le cinéma expérimental. En 1952, par exemple, il propose au MoMA une soirée consacrée à l'histoire du film d'avant-garde des années 20 jusque dans les années 50. Il y montre et commente l'œuvre d'auteurs de films expérimentaux comme Victor Egling, Len Lye, Oscar Fischinger, Norman McLaren. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces auteurs, je vous ai apporté quelques extraits pour vous donner une petite idée de ce cinéma d'avant-garde expérimental de l'époque. Mais déjà, l'intérêt de Steichen pour ce genre de cinéma illustre bien son ouverture à l'expérimentation qui, en fait, caractérise sa carrière entière sur presque un siècle. Alors, je vous ai apporté quelques exemples. D'abord, un extrait du film de Norman McLaren, Loops. Alors, McLaren faisait de l'animation expérimentale. C'est vraiment c'est pas du cinéma hollywoodien, loin de là. Il joue donc avec les formes, les couleurs et les mouvements, l'animation, avec des techniques très diverses. Voici un extrait du film qu'il a présenté en 1952 au MoMA. Et puis, il y a Len Lye. Donc, encore une fois, l'expérimentation, on peint sur la pellicule. Donc, c'est vraiment un cinéma d'avant-garde qu'il présente au MoMA. Et un troisième extrait d'un auteur dont je ne me rappelle plus du nom, mais ça, c'est là, on est dans les années 50. Mais si on regarde quelques photos de Steichen des années 20, on n'est pas surpris qu'il ait été intéressé par un film comme celui-ci. La surimpression, le mélange d'images, etc. Voilà, le film s'intitule New York.
donc une grande ouverture en ce qui concerne l'expérimentation. Et en fait, ce goût pour l'expérimentation et le film expérimental se reflète aussi dans un de ses derniers projets dans sa vie. Après la mort de sa femme Dana, à la fin des années 50, c'est sa deuxième femme, il a photographié pendant de nombreuses années son arbre qui était dans sa propriété de Connecticut, un shadblow tree. Alors, je ne connais pas la traduction. En fait, il a photographié sous toutes les lumières, toutes les saisons, par tous les temps, parce qu'il était d'avis que la nature est une illustration justement des passages inévitables de la vie humaine, les cycles de la vie, de la mort, de la renaissance, de la mort à nouveau, etc. Mais en regardant ces photos, il n'était finalement pas satisfait par le résultat, et finalement, il a décidé de filmer ce shadblow tree avec une caméra 35, je crois que c'est une caméra 35, le voilà avec sa caméra, et à gauche, vous avez l'arbre. Alors, je vous ai apporté un extrait où justement il parle de cette expérience. Steichen at 86, deep in what he likes to call his third apprenticeship. One day, looking for a new discipline, he decided to photograph only what he could see from the windows of his house, and noticed one small blossoming shadblow tree, planted some 30 years before, forgotten, rediscovered on a spring morning in its first bloom. You know, I began photographing this tree about 6 or 7 years ago, and in still photographs, color still photographs. And after I had 500 or 600 slides, I wondered what to do with them. I tried to organize them into a series, but I found that in projecting the slides, each one counted separately. I couldn't bring the idea of a mood, like a sonata, where the little tree would be the leading lady and the landscape and the weather, even like this today, would be part of the scene. So then it occurred to me to combine these films that I had made, rephotograph them onto movie film. Thinking about that still further, I said, what the heck? Why don't I do the thing over again and do it on film? The idea of this film is not a record of how the tree looks at different seasons of the year or anything, but to present a series of moods. Some of the things will not happen again. You see, photographing a tree is not like photographing a person. You can ask the person to do things. The little tree has entirely a will of its own, and that's governed by the weather and the hours of the day. Alors, c'est un projet qu'il n'a pas su terminer parce qu'il était trop âgé. À un moment, il n'arrivait plus à porter la caméra. Donc, mais il y a des extraits du film, de ce film qu'on peut vraiment qualifier d'expérimental, donc qui se trouve au MoMA. Alors, les relations de Steichen avec son pays d'origine et inversement ne sont pas au centre de la conférence d'aujourd'hui. Il y a encore des recherches à effectuer pour se faire une idée plus précise, pour mettre dans le bon contexte pour mes deux prochains points. Il faut pourtant que je vous donne quelques informations sur ces relations. Alors, par exemple, en 1952, Steichen vient au Luxembourg dans le cadre d'une tournée européenne pour préparer son exposition The Family of Men. Il est accueilli très positivement par les autorités, mais sa proposition de commencer la tournée mondiale de la Family of Men au Luxembourg n'est pas retenue pour des raisons qu'il s'agira encore d'élucider ou de préciser. En tout cas, Steichen est reparti très déçu. Ceci ne l'a pourtant pas empêché d'intégrer, et ça c'est la raison pour laquelle je parle de cet épisode, d'intégrer une photo du photographe luxembourgeois Romain Urhausen dans une exposition au MoMA consacrée en 1953 à la photographie européenne de l'après-guerre. Il n'y a pas de photo de luxembourgeois dans la Family of Men, mais il y en a une dans cette expo, Post-War European Photography, et
la voilà, par exemple, donc une photo de Romain Urhausen, que vous connaissez certainement, parce que depuis quelques années, voilà, le CNA, mais aussi Let's Arles, ont fait beaucoup pour présenter l'œuvre photographique et aussi l'œuvre de design de Romain Urhausen. En tout cas, dans le livre que le US Camera 1954, j'ai pu découvrir cette photo donc, de Romain Urhausen. Donc, il était peut-être fâché avec Luxembourg, mais Urhausen n'a pas dû en souffrir. Alors, puis il y a, en 1963, il rencontre la grande-duchesse Charlotte à Washington à l'occasion d'une visite d'État. Il se serait adressé à la grande-duchesse avec les mots « Senelitz-Boyayong ». Alors, c'est le début, en fait, d'une réconciliation entre Steichen et son pays d'origine. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle du journaliste luxembourgeois Roche-Krips dans ce nouvel rapprochement entre Steichen et Luxembourg. En 1966, Steichen revient en triomphe au Luxembourg. Il y rencontre les autorités du pays, se rend entre autres à Clairvaux. C'est en visitant le château qu'il aurait déclaré que ce serait un lieu idéal pour exposer d'une manière permanente la Family of Men. Alors, il faut savoir que peu avant, sous l'influence de Steichen, ou plutôt sous l'initiative de Steichen, le gouvernement américain avait offert au Luxembourg la dernière copie complète de la Family of Men. Et en 1975, une partie de la Family of Men est exposée à Clairvaux, avant qu'en 1994, après d'importants travaux, la version intégrale de l'exposition y soit installée dans une scénographie quasi identique de celle du MoMA de 1955. C'est mon prédécesseur au CNA, Jean Bach, qui a été la cheville ouvrière de ce projet remarquable. Encore l'année passée, la Family of Men à Clairvaux a attiré presque 20 000 visiteurs. Au cours des années 60, a d'ailleurs le Luxembourg a reçu une autre exposition curatée par Steichen au MoMA de Bitaillès. Et les deux expositions sont conservées et gérées par le Centre national de l'audiovisuel que j'ai eu l'honneur de diriger pendant presque 8 ans. Alors pour terminer, oui, on a presque terminé, je partage avec vous des extraits d'une interview que Everett Steichen a donnée en 1967 à l'âge de 98 ans au magazine américain Esquire, un entretien que j'ai déniché il y a quelques mois et qui, à ma connaissance, je peux me tromper, n'a pas encore été publié au Luxembourg et dans lequel il fait l'éloge de son pays d'origine. Je vous cite une partie de cette interview, donc parue dans the Esquire. At my age, you don't plan very far ahead and you don't chase wildly all over the map. If my time was limited on the last grand visit to Europe, I'd divide it between Luxembourg, which I know so well, and Spain, which I've never seen. The historical aspects of a place don't mean much to me. The most important thing is the people. There is a curious attraction about the land of one's birth. A cat wants to go back to the house it was chased out of. So I'd certainly want to return to Luxembourg. And now it comes. The loveliest spot in Europe, and one of the most attractive places I've ever seen. It has everything, a compact countryside with the widest imaginable variety of scenery, good food and fine wine, friendly, cosmopolitan people who speak 3 or 4 languages and have a warm place in their hearts for Americans. Luxembourg is preparing a new and really unique attraction for visitors. The 12th century castle at Clairvaux up north in the Ardennes, which was badly damaged in the Battle of Bulge in World War II, is being restored to serve as a permanent home of the Family of Man. The State Department presented it to Luxembourg, and the Luxembourg government is spending a lot of money to get the castle in shape to house it. If I'd had only 3 weeks or so for a visit to Europe, I'd spend them in Luxembourg, lolling around the countryside and touring Luxembourg City, and in Spain, a place which, strangely enough, I've never visited. Merci pour votre attention.
Merci à toi, Paul. I would invite you to ask questions. If there are questions, please raise your hand and I will come to you so you can speak in the microphone. Any questions to ask to Paul? Remarks? Well, I see one hand, yes. Ja, vielmals merci für die Konferenz. Je voulais juste demander, quels sont vos prochains projets? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur Station? C'est une très bonne question. Alors, moi, en fait, j'ai encore quelques années avant ma retraite, donc j'ai encore le temps pour me consacrer à Steichen, mais pas seulement, parce que en fait, mon poste au ministère, c'est en très grande partie Steichen, mais pas seulement. Je travaille aussi sur l'histoire des médias, l'histoire du cinéma à Luxembourg. D'ailleurs, samedi prochain, il y aura, j'ai une collaboration avec Lucilline, où en fait, j'ai fait le choix de musique contemporaine et le choix de vieux films luxembourgeois. Et Lucilline va jouer donc cette musique contemporaine, entre autres Catherine Cons, qui est luxembourgeoise, Camille Kerja, mais aussi Philippe Glass, pour juste en accompagnant donc les images datant du début du siècle ou des années 30. Voilà, ça c'est seulement pour vous dire que j'ai encore du pain sur la planche d'une manière générale. Mais en ce qui concerne Steichen, alors je viens d'en parler justement avec Ruth et aussi avec Gerd. Il y a beaucoup de littérature, mais il y a encore des aspects qui peuvent être recherchés et surtout vus d'une nouvelle manière. Entre autres aussi, ces relations avec Luxembourg, je crois qu'il y a encore du pain sur la planche, de faire vraiment une fois un survol et surtout une analyse de ces relations parfois un peu compliquées avec Luxembourg. Personnellement, puisque je viens plutôt du cinéma, moi j'ai un projet probablement d'un article sur The Fighting Lady. Il y a surtout au niveau de la réception qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais la même chose est vraie pour la réception des différentes photos. Je suis en train de photographier toutes les photos dans toutes les publications que je trouve réalisées par Steichen, pour voir un peu quelles sont les photos qui reviennent régulièrement, le plus souvent, pour voir aussi s'il y a une mode à un certain moment pour certaines photos, etc. Donc il y a encore des aspects qui n'ont pas encore été traités. Il y a encore des archives où on peut trouver des choses qui n'ont pas encore été exploitées. Il y a encore des personnes à rencontrer. J'aimerais bien trouver le budget dans mon ministère pour justement aller aux États-Unis pour visiter la petite fille, donc la fille de Mary Calderon, qui a un certain âge, mais qui a encore beaucoup de choses à raconter. Je suis en contact avec l'arrière-petite-fille et dans quelques semaines, l'arrière-petit-fils de Steichen viendra visiter le Luxembourg et je ferai avec lui le tour d'ici et de Clairvaux. Donc, il y a encore plein de choses à faire et surtout aussi à renforcer les liens avec la famille Steichen, ce qui est toujours bien pour Luxembourg. Et puis, il y a Ruth qui, il y a quelques mois, m'a dit 2029, c'est une année anniversaire. Il faudrait en 29 faire quelque chose de grand, de très grand, autour de Steichen. Ce serait, alors c'est pas encore défini, mais ce serait une collaboration entre différentes institutions, le CNA, la MNAJA, le ministère de la Culture, Let's Arles, etc., qui pourraient travailler ensemble pour faire quelque chose qui vraiment est novateur et qui présente des choses qui n'ont pas encore été présentées. Ce serait idéal de trouver le piano, hein. Bon, il faudrait aussi de l'argent pour le faire venir au Luxembourg, mais des choses comme ça, il y a encore donc des visions qu'on peut avoir, et je ne suis pas encore sur le point de partir à la retraite, si c'était ça votre question. Well, we still have 5 years for Il faut les 5 ans. Ça, c'est très important parce que si on veut vraiment faire quelque chose de grand, il faut prendre son temps. Yeah, and we too at the museum try to
in our way to 29 to collect new works by Steichen. As you can see in the exhibitions upstairs, there are only new acquisitions of the past 2 years. Over 100 new works, 42 by Steichen himself and 47 by people photographing Steichen in his context. So we are all, I think, working together. Paul is a great partner in crime, but also Gert, to see what we can find of new material to present paintings by Steichen. Well, the list goes on. Well, first, thank you very much for a wonderful talk. There were so many fascinating clips, photos. I hope you're willing to share them with me at one point. Of course, no problem, no problem. But you have to come to my office at the ministry now. Okay. What I wanted to ask is based on your interest and your wonderful insights into the Fighting Lady, and that is whether you think that there might be a rediscovery but also reinterpretation of Steichen in the context of what we now see these days within Europe, and that is the fight for democracy. You know, the fight against fascism, the fights against authoritarianism, that many things that have been said about Steichen is always about propaganda. It was viewed in very negative ways. Understandably from the 1960s or so, where you would think of the Vietnam War and other wars, but now we see how important this is to defend democracy, to, you know, if you think of these young boys who fought for democracy, who left their lives, you know, and I know that there's some clips by Steichen where he points out how important it was for him, one of the motivation to fight against Hitler. And I say this as a German, you know, it's very important to have this in mind. Also, one of the important portraits is about this Jewish woman in 1935, I think he made it, where he knew what was going on and was fighting against anti-Semitic propaganda. So would you see that there is a chance for reviewing? I mean, many of these exhibitions are barely talked about, the exhibitions, but then also the film, with a reconsideration and a re-evaluation of the importance of also showing what's important in defending democratic rights. It's, I mean, you're totally right to talk about this. It will be difficult in a sense because nowadays some people often don't put in the historical context what's being shown, said at a certain moment. But then again, I had a great experience not long ago when Oracle, which is a group of international curators, photo curators, came to the Family of Man in Clairvaux. And these are curators very like, how would I define, very critical about everything and so on. And then after, you were there, I think, yeah. After we went through the exhibition, the reaction of almost everybody in this group was, wow, this is so up to date, this is so important for our times. So it's true that in a context of war, and that was a couple of years ago, there was no war in Israel or in Ukraine, but still people were saying that the Family of Man still had this important value to show the importance to not only to fight for democracy, but to show that people have, well, which, of course, there is a naive aspect to it that we all agree about on that. But it will be interesting to work on Power in the Pacific, on the Blue Ghost, on the Road to Victory, to really see in how far this this approach has something which is still working today, at least for some people. So, and it's definitely worth digging into these topics,
especially also for 29, I think this could be an important part of the future exhibition. Even though in 29 I have to retire because I will be over 65. But well, with this cliffhanger for the future, I would like to thank Paul again for his wonderful talk and the questions that were asked, for your attention this evening. I hope you enjoyed it too. You can re-watch the whole conference because it's been published online on YouTube, so that will be so that it can be enjoyed also afterwards. Thank you again for coming to the museum, and we hope to see you again in the near future. Bonsoir. Merci.